Voici quelque chose sur lequel je veux que vous réfléchissiez un instant. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes disputé, que ce soit en ligne, au travail ou avec quelqu'un de proche. Maintenant, pensez à l'énergie que vous avez dépensée à ce moment-là, à vous expliquer, à défendre votre point de vue, à y repenser encore et encore dans votre tête. Bien après que ce soit terminé, et demandez-vous honnêtement, est-ce que tout cela a réellement changé quelque chose? La plupart du temps, la réponse est non, et pourtant, nous continuons. Nous continuons à dépenser d'énormes quantités d'énergie mentale, à essayer de faire en sorte que le monde nous comprenne, nous valide, soit d'accord avec nous. Et la vérité épuisante est que plus nous courons après cette reconnaissance, plus nous nous sentons épuisés. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de la psychologie, a passé toute sa carrière à se demander pourquoi. Pourquoi les êtres humains se donnent-ils tant au monde extérieur, aux opinions des autres, aux apparences sociales, à se prouver, et pourtant se sentent si vides à l'intérieur? Sa réponse n'était pas celle à laquelle la plupart des gens s'attendent, et aujourd'hui nous allons la décortiquer étape par étape. Car selon Jung, au moment où vous cessez de vous battre pour l'attention du monde et que vous redirigez cette énergie vers vous-même, quelque chose de presque magique commence à se produire. La vie commence à se réaligner. Les bonnes choses commencent à se mettre en place et pour la première fois depuis longtemps, entrons dans le vif du sujet. Il y a une version de vous que la plupart des gens connaissent. Et puis, il y a le vrai vous. La version que la plupart des gens connaissent est soignée. Elle réagit de la bonne manière, elle dit les bonnes choses, elle affiche de la confiance, même quand elle s'effondre à l'intérieur, elle rit au bon moment et reste sérieuse quand la situation l'exige. Elle gère les impressions. Comme un attaché de presse gère l'image d'une célébrité. Avec soin, constamment, de manière épuisante. Carl Jung avait un nom pour cette version de nous. Il l'a appelée la persona et le mot lui-même vient du terme latin désignant les masques que les acteurs grecs anciens portaient sur scène. Jung a choisi ce mot à dessein parce qu'il croyait que la plupart d'entre nous jouent un rôle toute la journée, tous les jours, sans même s'en rendre compte. Or, la persona n'est pas une mauvaise chose en soi. Jung était clair à ce sujet. Chaque être humain a besoin d'un masque social pour fonctionner. Vous parlez à votre patron différemment de la façon dont vous parlez à votre meilleur ami, vous vous comportez différemment lors d'un entretien d'embauche que dans votre propre salon un samedi soir. Cette flexibilité est saine, c'est ainsi que fonctionne la vie sociale. Le problème survient lorsque le masque devient trop serré. Quand le masque devient trop serré, vous commencez à oublier à quoi ressemble votre vrai visage en dessous. Et quand cela arrive, la vie devient une performance. Chaque interaction devient une scène. Chaque conversation devient un test pour savoir si votre image tient le coup et l'énergie qu'il faut pour maintenir cette image. La surveillance constante, les doutes, le fait de vouloir plaire aux gens. Cela vous épuise d'une manière difficile à exprimer. Voici un scénario que la plupart d'entre nous reconnaissent. Vous publiez quelque chose en ligne, une pensée, une opinion, peut-être juste une photo, et immédiatement après avoir appuyé sur « Envoyer », l'anxiété s'installe. Vous commencez à rafraîchir, vérifiez les likes, vérifiez les commentaires, et dès que quelqu'un s'oppose ou n'est pas d'accord, vous ressentez cette urgence de vous expliquer, de clarifier, pour vous assurer qu'ils comprennent que vous êtes raisonnable, intelligent et digne de respect. Mais voici le plus intéressant. Bien souvent, vous ne vous souciez pas vraiment autant du sujet initial. Ce que vous protégez vraiment, c'est votre image. Ce dont vous avez vraiment peur, c'est de la façon dont vous apparaissez aux yeux des autres. C'est la persona qui mène la danse, et Jung a dit quelque chose qui va droit au cœur du problème. Il a écrit que la persona est ce qu'une personne semble être, pas ce qu'elle est réellement. Et le plus délicat, c'est qu'avec le temps, même nous commençons à croire à notre propre performance. Alors, qu'est-ce que le silence a à voir avec tout ça? Tout. Quand vous choisissez de ne pas répondre immédiatement, quand vous faites une pause avant de vous expliquer, quand vous laissez un moment passer sans vous défendre, vous quittez temporairement la scène. Et dans cet espace de calme, quelque chose d'intéressant se produit. Vous réalisez qu'une grande partie du stress que vous ressentez chaque jour ne venait jamais du monde lui-même, mais de l'effort de maintenir la façade. Il y a des gens dans chaque lieu de travail, dans chaque cercle social, qui parlent constamment, qui ont l'impression que s'ils se taisent ne serait-ce qu'un instant, tout le monde supposera qu'ils n'ont rien à offrir. Mais si vous observez attentivement les personnes qui exercent une véritable influence, pas une confiance jouée, mais une véritable autorité intérieure, elles ont tendance à être plus silencieuses. Elles écoutent davantage, observent davantage, et quand elles parlent, les gens prêtent réellement attention. Parce que leurs mots ne sont pas des réactions.
ce sont des réflexions. Le silence ne vous fait pas paraître faible. Entre de bonnes mains, le silence est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez manier. Et surtout, le silence est le premier pas vers retrouver qui vous êtes réellement, sous toutes les apparences. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Quand le bruit de la vie quotidienne se tait enfin, quelque chose surgit pour remplir l'espace, et ce n'est pas toujours confortable. Pensez à la dernière fois où vous étiez complètement seul dans une pièce vraiment silencieuse, sans téléphone, sans télévision, sans musique. Si vous avez déjà connu ce genre de quiétude, vous savez probablement ce qui se passe après quelques minutes. Des pensées commencent à faire surface. De vieux souvenirs, des sentiments inconfortables, des questions que vous avez évitées, un sentiment d'inquiétude insidieux que vous ne pouvez pas tout à fait nommer, et l'instinct naturel est de prendre le téléphone et de faire défiler, d'allumer quelque chose en arrière-plan, de fabriquer du bruit juste pour le noyer. Carl Jung vous dirait que ce qui surgit dans le silence n'est pas votre ennemi. C'est une partie de vous qui attend patiemment, avec persistance, d'être reconnue. Il l'appelait l'ombre. L'ombre est tout ce qui est en nous et que nous avons repoussé hors de notre conscience. Les émotions qu'on nous a appris à cacher, les qualités qu'on nous a dit être inacceptables, les peurs, la jalousie, la colère, le chagrin, tout ce qui ne correspondait pas à la version de nous-mêmes. Nous voulions présenter au monde tout ce qui nous semblait trop désordonné ou trop sombre pour être regardé directement quand nous grandissions. La plupart d'entre nous ont appris, directement ou indirectement, qu'il y avait des émotions acceptables et d'autres inacceptables. Sois heureux, sois gentil, ne sois pas trop en colère. Ne sois pas trop triste, ne sois pas exigeant, ne sois pas avide, et nous avons donc appris à prendre les parties inacceptables et à les cacher quelque part. Nous sommes devenus doués pour paraître d'une certaine manière, tout en ressentant autre chose. Mais voilà le hic. Ces émotions refoulées ne disparaissent pas, elles s'enfouissent, elles deviennent une partie de l'ombre. Et de là, dans l'obscurité, elles continuent de façonner notre comportement d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Vous avez probablement déjà vu cela se produire. Quelqu'un qui est implacablement positif, toujours souriant, toujours gentil, ne semble jamais s'énerver, et puis un jour, il explose complètement, pour quelque chose qui semble complètement mineur. C'est l'ombre. Ces émotions n'ont pas disparu, elles se sont juste accumulées jusqu'à ce que la pression soit trop forte pour être contenue. Ou pensez à la personne qui juge constamment les autres d'être paresseux, vaniteux ou égoïste. Jung soulignerait que le jugement intense et disproportionné des autres est souvent un signal. Nous avons tendance à être les plus réactifs aux qualités chez les autres que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. L'ombre ne reste pas silencieuse éternellement. Quand nous ne choisissons pas de l'affronter, elle trouve des moyens de faire surface d'elle-même dans nos réactions, dans nos schémas, dans les relations, qui se brisent de la même manière encore et encore. Et c'est là que le silence devient plus qu'une simple pause du bruit. Le silence est le seul environnement dans lequel l'ombre peut être vue. Quand vous êtes constamment occupé, constamment en réaction, constamment en performance, constamment en train de remplir, chaque moment de calme avec une sorte de stimulation, vous n'avez jamais à regarder ce qui se cache en dessous. Mais quand vous restez immobile assez longtemps, l'ombre se manifeste. Et cela peut être terrifiant au début, mais Jung croyait que c'était l'une des choses les plus importantes qu'un être humain puisse faire. Car voici le paradoxe. L'ombre n'a de pouvoir sur vous que lorsqu'elle est cachée. Au moment où vous vous tournez vers elle, au moment où vous dites « D'accord, je te vois, je sais que tu es là, je comprends pourquoi tu es diste », elle commence à perdre son emprise. Une personne qui connaît sa propre obscurité est beaucoup moins susceptible d'être contrôlée par elle. Une personne qui a regardé sa propre peur, son propre ressentiment, sa propre insécurité, non pas pour s'y complaire, mais pour les comprendre, cette personne porte une sorte de liberté psychologique très difficile à ébranler. Jung a écrit un jour que nous ne devenons pas entiers en imaginant seulement la lumière en nous, mais en amenant l'obscurité à la conscience. C'est le travail du silence, pas la méditation au sens de vider son esprit, mais le courage de rester immobile assez longtemps pour entendre ce que votre propre esprit a réellement essayé de dire. Et quand vous faites ce travail, quand vous arrêtez de vous fuir, vous découvrirez probablement quelque chose de surprenant. L'obscurité que vous craignez de regarder, une grande partie n'est que de la douleur qui avait besoin d'être comprise, de vieux sentiments qui avaient besoin d'être nommés. Juste des parties de vous qui attendaient non pas d'être craintes, mais d'être accueillies. Parlons un instant de l'épuisement, un épuisement profond, jusqu'à la moelle. Celui qu'une bonne nuit de sommeil ne résout pas, celui qui vous fait vous demander pourquoi vous vous sentez si idé, même les jours où vous n'avez pas fait grand-chose.
Voici une question à méditer. Combien de personnes vivent gratuitement dans votre tête en ce moment? Combien d'espace mental accordez-vous à la gestion des émotions des autres? Vous inquiétez de la façon dont quelqu'un a interprété ce que vous avez dit. Essayez de trouver comment maintenir la paix entre deux personnes qui sont toutes deux agacées par vous. Vous sentir responsable de l'humeur de quelqu'un d'autre, du problème de quelqu'un d'autre, de la vie de quelqu'un d'autre. Jung avait un concept pour la force qui anime les êtres humains. Il l'appelait énergie psychique ou libido. Et il entendait quelque chose de bien plus large que la façon dont ce mot est habituellement utilisé. Il désignait l'énergie vitale totale à l'intérieur d'une personne. La force derrière la pensée, la créativité, l'action et la croissance. Et il a observé quelque chose de crucial. Cette énergie fonctionne comme l'eau. Quand l'eau est canalisée en un courant fort, elle devient puissante, elle peut creuser la roche. Mais quand elle se divise en des dizaines de petits ruisseaux coulant dans toutes les directions à la fois, elle perd toute sa force, elle se répand et s'infiltre dans le sol. L'énergie psychique de la plupart des gens est divisée en des dizaines de petits ruisseaux. Nous réagissons constamment, nous surveillons constamment, nous donnons constamment des morceaux de notre attention à des choses qui n'étaient jamais vraiment les nôtres à porter. Et à la fin de la journée, il ne reste presque plus rien pour les choses qui comptent vraiment pour nous. Voici une histoire qui illustre cela parfaitement. Imaginez une femme connue dans son cercle social comme la personne vers qui tout le monde se tourne. Si deux amis se disputent, c'est elle qui arbitre. Si quelqu'un traverse une période difficile, c'est le premier appel qu'ils font. Si un membre de la famille a besoin de conseils, elle est là. Elle est généreuse de son temps, généreuse de son énergie émotionnelle, et se soucie sincèrement des gens qui l'entourent. Mais elle est épuisée d'une manière qu'elle ne peut expliquer. Un jour, quelqu'un lui pose une simple question. « Comment allez-vous » Et elle réalise qu'elle ne sait pas. Elle peut décrire l'état émotionnel de chaque personne de sa vie avec précision, mais quand il s'agit de sa propre expérience intérieure, c'est le vide total. Son énergie avait coulé vers l'extérieur si longtemps qu'elle avait perdu le contact avec son propre centre. C'est plus courant que la plupart des gens ne le pensent, et la solution n'est pas de devenir froid ou de couper les ponts avec tout le monde. C'est quelque chose de plus subtil, c'est apprendre à se sonder soi-même, avant de donner automatiquement. C'est faire une pause avant chaque demande et se demander honnêtement, ai-je réellement la capacité de faire cela en ce moment? Ces petites pauses peuvent sembler insignifiantes, mais avec le temps, elles agissent comme de petits barrages, redirigeant lentement cette énergie vers sa source. Jung a fait une observation qui a de nombreuses facettes. Il a dit que l'un des fardeaux les plus lourds qu'une personne puisse porter est la vie non vécue de quelqu'un d'autre. Il parlait principalement des parents et des enfants. La façon dont les enfants se sentent parfois inconsciemment obligés de réaliser les rêves ou de résoudre la douleur non résolue de leurs parents. Mais l'idée s'étend bien au-delà. Chaque fois que nous prenons en charge le travail émotionnel de quelqu'un d'autre, leurs attentes, leurs sentiments non traités, leur anxiété concernant leurs propres choix, nous vivons leur vie non vécue. Et c'est une énergie qui leur appartient, pas à nous. Donc comme vous commencez à déposer ces choses, non pas cruellement, non pas de manière dramatique, mais en rendant simplement ce qui ne vous appartient pas, quelque chose se produit, une sorte de légèreté revient, et dans ce calme, vous commencez à penser plus clairement, à vous sentir plus ancré, et à prendre des décisions à partir d'une véritable clarté au lieu d'un épuisement réactif. Les gens de votre entourage pourraient même remarquer le changement avant vous. Non pas parce que vous dites ou faites quelque chose de différent au début, mais parce que votre présence change. Il y a quelque chose chez une personne qui a retrouvé son centre, une stabilité tranquille, un enracinement que les autres peuvent ressentir. Ce n'est pas bruyant, cela n'a pas besoin de s'annoncer, mais c'est indubitablement réel. Et à partir de ce centre, vous pouvez toujours donner, vous pouvez toujours être là pour les gens que vous aimez. Mais la différence est énorme. Vous donnez à partir d'une plénitude authentique, au lieu de vous vider de votre substance et d'appeler cela de la gentillesse. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce dont le silence vous libère, la performance épuisante du personnage, la tyrannie de l'ombre inexplorée, l'attraction épuisante des exigences des autres. Mais il y a quelque chose de l'autre côté de toute cette libération, quelque chose vers quoi le silence vous ouvre. Carl Jung croyait que chaque être humain a accès à une profondeur en lui-même que la plupart des gens n'atteignent jamais. Non pas parce qu'il est difficile d'y arriver, mais parce que le chemin y menant exige une chose que la plupart des vies modernes sont conçues pour empêcher: le calme. Dans son cadre, le processus de devenir pleinement soi-même, ce qu'il appelait l'individuation, est essentiellement le processus de s'enfoncer de plus en plus profondément dans son propre intérieur.
C'est le voyage de la surface de ce que vous semblez être jusqu'à qui vous êtes réellement au fond de vous, et ce voyage ne peut se faire que dans le silence. L'esprit, lorsqu'il est constamment rempli de bruit, de notifications, de nouvelles, de conversations, d'écrans, reste au niveau de la surface. Il réagit, il traite l'information, il navigue dans le monde social, mais il ne va jamais plus profond que cela. C'est comme la surface d'un lac, qui est toujours agité par le vent. Quand il y a autant de turbulences à la surface, on ne peut rien voir en dessous. Mais quand le vent s'arrête, quand le silence arrive vraiment, la surface se calme et la profondeur en dessous commence à devenir visible. Les neurosciences ont en fait rattrapé ce que Jung décrivait intuitivement. Les chercheurs étudiant le cerveau ont identifié quelque chose appelé le réseau du mode par défaut. Un système qui s'active lorsque nous nous retirons des tâches externes et nous tournons vers l'intérieur. Et que fait ce réseau? Il traite la mémoire, intègre les émotions, cherche un sens et construit une compréhension plus profonde de soi. En d'autres termes, le cerveau possède un mécanisme intégré pour la connaissance de soi, mais il ne s'active que lorsque nous sommes suffisamment calmes pour le laisser fonctionner. C'est pourquoi tant de réalisations profondes ne surviennent pas au milieu d'une journée de travail chargée, mais sous la douche, lors d'un long trajet sans podcast, ou dans ces quelques minutes avant de dormir, quand la journée lâche enfin prise. Le cerveau ne fait pas rien à ces moments-là. Il accomplit une partie de son travail le plus important. Et voici ce qu'il en est d'atteindre cette profondeur. Une fois que vous l'avez touché, même brièvement, votre façon de naviguer dans le monde commence à changer, de manière difficile à décrire, mais impossible à ignorer. Les comparaisons que vous faisiez, où vous vous mesuriez aux autres, et vous sentiez soit supérieur, soit inadéquat, commencent à perdre de leur emprise. Les jugements que les autres portent sur vous cessent de vous atteindre aussi durement. Non pas parce que vous cessez de vous soucier des gens, mais parce que vous ne reposez plus sur les fondations chancelantes des opinions d'autrui. Vous vous tenez sur quelque chose de solide, quelque chose d'interne. Et de cet endroit, vos paroles ont du poids. Vos décisions ont une intention. Vous n'êtes plus une feuille emportée par n'importe quel vent qui souffle ce jour-là. Vous êtes un arbre, et racines profondes, les branches bougeant encore dans la brise, mais ne partant nulle part. Et maintenant, nous arrivons à la partie qui semble presque impossible tant que vous n'avez pas vécu vous-même. Lorsque vous changez sincèrement à l'intérieur, l'extérieur commence à se réorganiser. Non pas parce que l'univers est magique, bien que Jung ait eu des choses intéressantes à dire à ce sujet aussi, mais parce que la façon dont vous percevez, filtrez et interagissez avec la réalité change complètement lorsque votre état intérieur change. Et lorsque votre interaction avec la réalité change, les résultats que vous obtenez de la réalité changent aussi. Jung a appelé une version de cela la synchronicité, le phénomène des coïncidences significatives. La façon dont, lorsqu'une personne vit en accord avec qui elle est vraiment, les événements commencent à se connecter de manière qui semble presque orchestrée. La bonne personne apparaît au bon moment, une opportunité se présente exactement quand vous en aviez le plus besoin. Une porte s'ouvre au moment où vous avez enfin cessé de forcer celle qui était déjà fermée. Or, Jung n'était pas mystique à ce sujet, ou du moins pas entièrement. Lorsque vous vivez de manière réactive, dispersée, épuisée et défensive, vous manquez des choses. Vous êtes si profondément plongé dans le bruit que vous ne pouvez pas voir les sillons. Mais lorsque votre esprit se calme enfin, votre perception s'aiguise, vous commencez à remarquer ce qui a toujours été là, mais était auparavant invisible. Pensez à l'expérience d'acheter une nouvelle voiture. Au moment où vous décidez d'une marque et d'un modèle spécifique, vous commencez soudainement à voir cette voiture partout, sur chaque autoroute, dans chaque parking. Ce n'est pas que plus de ces voitures sont soudainement apparues, c'est que votre cerveau, maintenant préparé à remarquer cette chose, a commencé à la faire ressortir de l'arrière-plan. Et au premier plan, votre état intérieur détermine ce que vous remarquez dans le monde. Lorsque votre état intérieur est le chaos, vous remarquez les menaces, les obstacles, les frictions. Lorsque votre état intérieur est clair et centré, vous commencez à remarquer les possibilités, les ouvertures et les connexions. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de l'attention. Et l'attention est l'une des forces les plus puissantes qu'un être humain possède. Voici à quoi cela ressemble réellement dans la vie des personnes qui ont fait ce genre de travail intérieur. Qui ont été honnêtes avec elles-mêmes, ont récupéré leur énergie, ont affronté leur ombre, se sont suffisamment calmées pour trouver leur profondeur, décrivent souvent un moment où les choses commencent simplement à s'aligner. Non pas parce qu'elles ont travaillé plus dur, ni parce qu'elles ont eu de la chance, mais parce qu'elles ont finalement cessé de se mettre des bâtons dans les roues. Elles quittent la carrière qui les étouffait et découvrent que ce qu'elles craignaient de poursuivre était plus viable qu'elles ne le pensaient.
Elle s'éloigne de la relation qui avait fait son temps et découvre qu'être seule pendant un certain temps était exactement ce dont elles avaient besoin pour enfin se comprendre. Elles arrêtent de courir après l'approbation et constatent que les bonnes personnes, celles qui leur correspondent vraiment, apparaissent naturellement. Rien de tout cela n'est indolore, il y a de vrais doutes impliqués, il y a la solitude, il y a la piqûre d'être incompris par des gens qui connaissaient l'ancienne version de vous, celle qui jouait un rôle. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve quelque chose que Jung a décrit comme une vie qui vous appartient réellement. Et il y a une autre chose qui mérite d'être dite ici, parce que Jung était catégorique à ce sujet. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas atteindre l'authenticité en publiant des posts. Vous ne pouvez pas jouer la sérénité et en obtenir les bénéfices d'une vraie sérénité. Vous ne pouvez pas répéter des affirmations sur un monde intérieur chaotique et vous attendre à ce que cela transforme les couches profondes de la psyché. Ce que Jung appelait l'inconscient connaît toujours la vérité. Et c'est la vérité de votre état intérieur qui façonne votre vie, pas la présentation superficielle. Alors, quand la vie semble chaotique et que rien ne semble fonctionner, la réponse n'est presque jamais de forcer davantage à l'extérieur. La réponse est presque toujours de se calmer à l'intérieur, de s'arrêter, de se taire, de cesser d'expliquer, de défendre et de jouer un rôle, et d'écouter simplement. Écoutez ce qui se passe réellement dans votre propre esprit. Écoutez la direction qu'une partie plus profonde de vous a essayé de communiquer, même si le bruit de la vie quotidienne l'a constamment étouffé. Carl Jung croyait profondément en quelque chose, et l'ensemble de son œuvre était bâti autour de cela. Il croyait que le voyage le plus important qu'un être humain puisse entreprendre n'est pas vers l'extérieur, mais vers un intérieur. Non pas vers des lieux lointains, mais vers les pièces cachées en vous-même. Non pas à la recherche de plus d'accomplissement, mais à la recherche de plus de plénitude. Et le chemin vers ce voyage est plus simple que la plupart des gens ne le pensent. Il ne nécessite pas de retraite de méditation ou de refonte complète de sa vie, ni un départ dramatique de tout ce que vous avez construit. Parfois, cela commence par quelque chose d'aussi simple que de faire une pause avant de réagir, de s'asseoir en silence pendant 10 minutes avant de prendre son téléphone le matin. Écrire ce qui vous tracasse depuis des semaines, au lieu de continuer à le repousser. Vous demandez honnêtement ce que je ressens vraiment en ce moment et rester avec la réponse au lieu de la fuir. Ces petits actes d'introspection sont le début de quelque chose de bien plus grand, car la personne qui apprend à vivre depuis son centre, qui cesse de jouer un rôle et commence à exister vraiment. Cette personne ne se sent pas seulement mieux, elle se présente différemment, elle aime mieux, elle travaille mieux, elle prend des décisions plus claires et se remet plus vite des revers. Elle cesse d'être ballottée par chaque opinion et chaque fluctuation du climat social, elle devient, au sens le plus vrai du terme, elle-même. Jung a décrit un jour 2 types de personnes. Ceux qui ne regardent que vers l'extérieur, cherchant éternellement leur reflet dans le regard des autres, et ceux qui osent regarder à l'intérieur. Il a dit que ceux qui regardent à l'intérieur sont ceux qui finissent par s'éveiller. Et quand cet éveil se produit, l'ordre ne vient pas du contrôle de tout ce qui vous entoure, il vient de la découverte de la quiétude en vous-même. Quand vous trouvez cette quiétude, quand vous cessez de vous battre pour l'attention du monde et commencez à vous accorder de l'attention, les choses commencent à se mettre en place, non pas parce que vous les avez forcées, non pas parce que vous avez enfin dit les bonnes choses ou agi de la bonne manière, mais parce que vous êtes enfin rentré chez vous.